Et la République des conseils, ça existait, les conseils ouvriers de Bavière, Munich, Erich Buncham, il a existé ce genre de république. Il nous semble très important aujourd'hui de se dire une chose. Pierre Bénard disait une chose essentielle, il disait « rien n'est étranger au syndicat ». C'est-à-dire que c'est la chambre syndicale elle-même qui discute de ses propres affaires. On avait un camarade qui a beaucoup fait avec les frères Lapère, etc. C'était le médecin psychiatre Alain Kersos. On a fait une conférence ici même sur la vasectomie, par exemple. Dans le rapport à l'autre, dans le mode d'être au monde, tu disais effectivement la liberté d'être et de comportement est exceptionnellement est essentielle, c'est-à-dire qu'elle se différencie de l'embrigadement. La liberté syndicale, c'est toujours le droit de penser autrement. Mais par contre, l'élaboration du mandat collectif, c'est dans la seule chambre syndicale. C'est la souveraineté, c'est la culture du mandat qui permet effectivement de pousser les feux de la pensée égalitaire et de la praxis égalitaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas que des tracts, c'est pas que des paroles, c'est aussi des expérimentations, des expériences, c'est de l'éprouver. Quand tu parlais de la charge émotionnelle, Hélène, c'est extrêmement important. Moi, dans mes équipes éducatives, je me suis battu pour que les personnes qui connaissaient le mieux les enfants puissent être dans les réunions de synthèse. On faisait des réunions de synthèse sans inviter les assistantes familiales, sans inviter les familles d'accueil. Par exemple, il fallait se battre pour que les personnes qui connaissaient le mieux les enfants soient aux réunions d'équipe, c'est-à-dire les maîtresses de maison, c'est-à-dire les assistantes familiales, c'est-à-dire les surveillantes de nuit comme Malika, qui ont beaucoup à dire, ou la dame qui s'occupe de l'entretien, parce que l'enfant qui est placé, il va se confier plus facilement peut-être avec la dame de ménage, parce que sa maman est aussi femme de ménage, par exemple. Voilà. Et si on crédite les professionnels dans la relation contractuelle de travail, c'est extrêmement important. Je rappelle que tu as cité la Convention collective 51 tout à l'heure, Hélène, dans la 66, les employeurs, le syndicat Nexem, ça fait 2 ans et demi qu'ils nous baladent pour ne pas appliquer un avis d'interprétation unanime de la commission de conciliation et d'interprétation de la 66 pour les assistants familiaux, pour refuser la revalorisation indiciaire salariale des assistants familiaux, qui n'ont pas de congé, puisque je rappelle que les assistants familiaux, ils ont parfois les enfants H24, 7 jours sur 7, par exemple. Voilà, et qu'un véritable statut protecteur pour que sur la charge émotionnelle, la charge mentale, les assistantes familiales puissent souffler. Ça, c'est des combats qui sont toujours d'actualité et que nous pouvons mener. Je pense que nous sommes, Fernand Pelloutier le disait, fondateur des Bourses du Travail, disait ceci, nous sommes les amants passionnés de la culture de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons trouver en nous-mêmes le ressourcement qui permet de porter des revendications égalitaires. Voilà. Et on ne s'interdit rien dans l'élaboration du cahier de revendication. Aujourd'hui, par exemple, sur la vague du MeToo, Hélène, on a connu une époque faste, entre guillemets, où on avait 3 instances IRP, instances représentatives du personnel. On avait le comité d'entreprise, on avait les délégués du personnel, on avait le CHSCT. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule, il ne reste plus que le CSE, le Conseil social et économique, dont la première mouture est intervenue le 12 avril 1943, au moment de la Charte du travail, au moment de Philippe Pétain. Le premier acronyme CSE, c'est sous la Charte. C'est sous la Révolution nationale et c'est sous la Charte de travail. On revient à Pétain, voilà. Et dans la situation, par exemple, de manière ad hoc, si il faut se battre, par exemple, pour que partout, dans toutes les associations et entreprises de notre secteur social et médico-social, il y ait des référents prévention des agissements sexistes, par exemple. Qu'il y ait des prévention du handicap par rapport à la charge lourde et parce qu'on est cassé en fin de carrière. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir partir à la retraite beaucoup plus tôt, à taux plein. De la même façon que le référent qui est le fruit de MeToo,
sur une communication de parade vertueuse. Le gouvernement, il a créé les référents agissements sexistes, mais sans créer de droit syndical. C'est-à-dire c'est peanuts, c'est-à-dire c'est 0 heure de temps de délégation ou de temps de mandat pour exercer ses missions de protection et de lutte contre le agissement. Donc maintenant, il faut se battre pour qu'il y ait du droit syndical et que, par exemple, les référents agissements sexistes, ils aient 20 heures de délégation par mois, au même titre qu'un élu du CSE ou qu'un élu du représentant de proximité. Et ça, c'est un combat qui peut être mené dans la chambre syndicale, dans les sections syndicales, et que c'est aux sections syndicales de nommer le cahier de revendication qui fait sens avec la réalité de travail, parce que c'est comme ça aussi dans les métiers du CARE, c'est dans ces métiers-là qu'on pourra protéger aussi les personnes vulnérables qui nous sont confiées et dont on sait que... Je rappelle que pour la rupture de l'égalité républicaine, par exemple pour les enfants, filles et garçons qui sont mineurs non accompagnés, le prix de journée est divisé par 5 ou 4 par rapport à un prix de journée en maison d'enfants à caractère social. C'est-à-dire que nous devons mettre la lumière sur les vampires qui organisent l'inégalité républicaine, l'inégalité tarifaire, qui vont signer des fichiers, comme le fichier AEM, fichier appui évaluation minorité, pour remettre en cause la possibilité d'être accueillis dans le code de l'action sociale et des familles jusqu'à 18 à 25 ans, comme le permettraient certains conseils départementaux, pour qu'il y ait des filets de protection et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, pour protéger l'être humain de 0 à 112, 115 ans, autant que de besoin. C'est ça, c'est mais quand on voit la politique du handicap, par exemple avec la loi de 2005, qui fait qu'on va de 0 à 60 ans, et puis au-delà, c'est une autre politique. Tu vois bien, on s'est bagarré là-dessus. Enfin, moi, je faisais partie des gens qui me bagarraient en disant, mais moi, j'attribue un fauteuil à quelqu'un qui a 59 ans et 364 jours, il a son fauteuil payé par la Sécu, hein, et puis au-delà, c'est quoi? C'est l'APA, c'est quoi? Voilà, c'est quoi là? C'est pas la MDPH non plus. Enfin, c'est un millimélo. J'ai eu aussi des étudiants qui pouvaient pas avoir d'ordinateur pour faire leurs études alors qu'elles étaient handicapées. Hein, j'ai vu ça. Mais pourquoi? Parce que ça doit appartenir à l'université ou ça doit appartenir à l'école. Ça fait partie du matériel pédagogique. Ça doit appartenir à la structure. Oui. Sauf que l'étudiant ou le lycéen ou le collégien, c'est à la maison qu'il fait ses devoirs. On fait comment, là? Si on ne lui donne pas... Et en plus, quand on va mettre, par exemple, alors, je ne trouve pas le mot. Quand on va mettre une reconnaissance vocale qui doit être travaillée, parce qu'il faut reconnaître les sons et tout, on ne va pas pouvoir donner le même ordinateur à un autre. Non, un fauteuil, le fauteuil, il est attribué à une personne. Pourquoi l'ordinateur n'est pas attribué à une personne? Voilà, c'est ça. Tu vois, comment on a, avec cette loi de 2005, on pensait régler des problèmes, hein. On en a créé d'autres, vraiment. Bon, ceci dit, avant, il fallait fallait aller au CCAS, une fois qu'on n'avait rien obtenu à la Sécu, il fallait aller au CCAS, à la mutuelle, au Rotary Club, au machin, tu vois, pour obtenir un fauteuil roulant électrique, par exemple, hein, rien que ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple. Mais on a créé d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'individu comme un individu. Et moi, par exemple, dans le syndicalisme, comme dans le féminisme, j'ai toujours défendu l'individu. J'étais contre le foyer fiscal. Je suis contre. Je suis contre le fait que quand on est handicapé, on n'a pas l'allocation adulte handicapé qui soit
qui soit versé parce Un que tutu personnel. voilà, parce qu'on a un compagnon ou une compagne qui gagne bien sa vie. Ben non, le surcoût lié au handicap, ça mérite d'avoir une allocation. Et une compensation. Et une compensation. Donc, tu vois, on reste encore dans des schémas familiaux, on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des foyers, voilà, des foyers fiscaux qui n'ont pas de sens. On devrait pouvoir, quand on commence à vivre, être un individu. Oui, l'unicité Voilà. de l'individu. Chaque individu. Et si on a des besoins qui correspondent à quelque chose qui est possible de nous donner, eh bien, ça doit nous être donné à nous, et pas à nos parents, pas notre conjoint, ou retiré parce que le conjoint, Attaché à l'individu. voilà, il gagne de trop. Hélène, on va peut-être devoir conclure parce qu'on on a des contraintes. Il n'est pas dit qu'on remette. Il est possible qu'on remette le couvert. Je veux dire, juste remettre le couvert pour justement casser les rôles sociaux. Ça c'est extrêmement important. Hélène, merci d'être venue et puis on va continuer les échanges et puis on va continuer à essaimer une pensée libre et égalitaire. Merci à toi, Hélène. Merci de m'avoir invité et écouté.